Heureux de vous recevoir, Alain Descortes à Châtenay, en partenariat donc avec la bibliothèque, pour votre travail donc de romancier plutôt dans un genre policier. Pas mal de lecteurs ont quand même, on a réussi à faire tourner les romans pour qu'à peu près il y ait 1 ou 2 lectures par lecteur, pour qu'on puisse quand même pouvoir avoir un temps d'échange. On va d'abord faire des présentations, puis ensuite on aura un échange tous ensemble. Donc, alors, dans l'ordre de votre écriture, donc vous avez commencé à écrire en 2017, si je ne me trompe pas. On va dire, j'ai commencé à publier en 2017. À publier en 2017. Et donc, votre premier roman était donc Les Disparus du Festival. Oui. Ensuite, en 2018, vous avez écrit Suriname Connexion. En 2019, donc quand même une production assez... J'essaye de me maintenir en rythme annuel sans me forcer. Oui, c'est un peu comme beaucoup d'auteurs, Amélie Nothomb, une sortie annuelle. Donc vous êtes sur un bon rythme. Ensuite, Les Ailes Noires du Goéland en 2019. Oui. Et en 2020, finalement, vous avez sorti deux romans, puisqu'il y a eu Mémoire de glace. Donc on parlera après, effectivement, de votre travail en coédition et votre travail avec un éditeur, les éditions du Loir. Donc là, c'était Les Mémoires de glace avec cet éditeur. Et là, avec le confinement, vous nous avez aussi... Après, le petit imprévu, oui, c'est ça, le petit imprévu. Le prisonnier de l'île aux pêcheurs, que vous nous avez offert pour la bibliothèque, et donc que vous avez écrit en roman épistolaire pendant la période du Covid, et qui a été édité donc tout récemment, finalement. Voilà, oui, il a été édité fin juillet, oui. Fin juillet. C'est écrit, voilà. Pas pendant la période du Covid, pendant la période du confinement, on était encore plus serré, parce que la période du Covid, j'aurais plus de temps. Oui. Donc, Les prisonniers de l'île aux pêcheurs. Donc, Alain, avant de parler un petit peu de vous, que vous me parliez un petit peu de vous, je voulais reprendre quelque chose que vous aviez écrit, Les 9 vies d'Alain Descortes. Comme les chats, il pense avoir 9 vies. La première fut celle de mon enfance, qui m'a permis de découvrir l'existence malgré une timidité qui faisait de moi un enfant sage, souvent premier de la classe. Ma seconde vie fut celle de l'adolescence, les années lycée, université. J'ai rejeté ma petite enfance et me suis affirmée avec excès parfois. Mai 68 fut au cœur de cette vie-là, même si j'étais très jeune quand j'ai traversé ces événements. Vous aviez quel âge en 68 ? Oh là, eh ben j'avais 16 ans. 16 ans, oui. Vous savez tout. Ma vie familiale est la troisième. Elle a la particularité de ne pas s'être arrêtée et de se poursuivre, actuellement. Ma vie professionnelle fut la quatrième, et la vie d'acteur et de théâtre amateur fut la cinquième, et ma vie d'auteur est ma sixième vie. Donc, je suis actuellement en plein dedans, il me reste donc encore 3 vies. Ouf. Voilà. La vie après Covid. Oui, alors après, on verra ce qu'on fait pendant les 3 vies qui restent. Ouais. Est-ce que vous pouvez un petit peu rapidement nous parler un petit peu de... Oui, de tout ça. De tout ça avant peut-être votre saut dans l'écriture, oui. dans le saut dans la vie d'auteur qui vous a... Oui, eh bien... Pas de souci, Nejma. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, d'abord, si on m'avait dit il y a quelques années que ma sixième vie serait une vie d'auteur, je n'aurais pas cru. Parce que quand j'étais écolier, lycéen, étudiant, j'étais beaucoup plus branché sur le côté scientifique que sur le côté littéraire. Même si je me souviens dans des classes de 4e, 3e avoir fait des petits poèmes acrostiches pour des petites copines dont j'étais amoureuse, mais auprès desquelles je ne me dévoilais pas par timidité. Donc les vies, on va dire, les vies d'enfance et adolescence classiques, je ne vais pas m'apesantir dessus.
Je ne vais pas faire non plus de la nostalgie du 68 art, encore que j'étais très jeune. En 68, j'étais rejeté par les grands. Donc mon problème était de chercher de l'essence pour ma mobilette, c'était ma première préoccupation. Et donc, le côté littérature, le côté art m'a toujours un petit peu intéressé, mais c'était en parallèle du scientifique. La chape de plomb du scientifique m'est tombée dessus, la vie professionnelle, et pendant jusqu'à la cinquantaine, le côté art n'était absolument pas dans mes préoccupations. Enfin, quand vous dites tomber dessus, pas non plus comme quelque chose de... Non, c'était volontaire, c'était par plaisir. Ouais. Alors, des choses auraient peut-être un peu dû m'alerter, parce que j'avais fait un petit peu de théâtre au lycée, j'avais une prof de français qui était dans une section scientifique, qui m'avait quand même fait lire tout Germinal et fait lire Gérard de Nerval, donc c'est intéressant. Et puis malgré mon côté scientifique, j'ai gardé le latin en option jusqu'au bac, donc il y avait des petits trucs quand même. Et donc, quand j'ai eu un petit peu plus de temps, j'avais envie de refaire du théâtre, donc j'ai refait du théâtre. On va arriver à l'écriture comme ça. J'ai refait du théâtre, et dans ma troupe, une année, on ne trouvait pas de pièces du répertoire pour jouer. J'ai proposé d'écrire une pièce, alors comédie de boulevard, rien à voir avec le polar. Et puis j'ai écrit la pièce, l'auberge de la vérité. Ça a bien marché, j'ai récidivé 2 ans après avec 500 balles chez Meunier Tudor, donc ça m'a donné ça m'a rassuré par le fait de montrer ce que j'écrivais au public, et c'est certainement ce qui a contribué à arriver après à la vie d'auteur dont on va parler. Donc voilà en résumé. Alors les 9 vies sont bien entières, dans le sens que quand je m'investis sur quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que le théâtre, si je prends cet exemple qui est le plus récent, j'ai fait à fond, enfin théâtre amateur, on s'entend. Donc c'était dans votre commune? C'était à Saint-Alban-du-Rhône, et ça a été à Condrieu. C'était dans vous habitez... Alors j'habite Saint-Clair-du-Rhône, effectivement, même si je suis un enfant de Condrieu, et j'ai toujours gardé un attachement à Condrieu. Mais bon, de toute façon, on n'est pas loin. Je ne sais pas si vous vous situez, même si je suis venu à l'autre bout du monde, à Châteauneuf. J'ai mis au moins 1 heure pour venir. Nous, on est au cœur du monde. Au cœur du monde, oui, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé un petit côté affectif avec Condrieu. Et pour arriver, vous me dites si je vais trop vite, pour arriver au disparu du festival, j'ai organisé un festival de théâtre amateur qui s'appelle le Tac au Tac à Condrieu, qui en est à sa 9e édition. C'était en 2012. C'est vous qui l'aviez mis en route? C'est moi qui l'ai mis en route, oui. Donc c'était quoi? C'était un festival? Un festival de théâtre amateur. C'est-à-dire dans le cadre du théâtre, on est allé, avec ma troupe, on est allé à des festivals. Alors, festival de théâtre, c'est un petit peu comme les festivals du livre. On a des troupes qui se rencontrent, et on joue, chaque troupe joue. Il y a éventuellement une petite pièce, il y a éventuellement un palmarès. Sur un week-end, par exemple? En général, c'est sur un week-end, des fois sur un week-end à rallonge. Condrieu, c'est du jeudi au dimanche. Il y a 4 pièces, il y a du off. Et donc, j'ai organisé ça. Donc, on avait une salle qui s'y prêtait bien à Condrieu. J'ai organisé ça à Condrieu. On s'est adossé au comité des fêtes de Condrieu pour monter le festival. Et puis, en 2016, c'était rodé. On en était déjà à la 4e, voire même en 2015 à la 3e. Et je me souviens toujours que, je ne veux pas dire que je m'ennuyais, vous savez, des fois en réunion associative, ça tourne un peu en rond. Et mon esprit a vagabondé. J'avais envie d'écrire, j'avais déjà écrit, pas publié, et je me suis dit, bon sang, mais tiens, si on faisait une histoire où il y avait une comédienne qui disparaissait pendant le festival, et donc l'idée des disparus du festival est arrivée comme ça. Donc les disparus du festival, donc votre premier roman qui est né donc en 2017, il y a des gens parmi nous qui l'ont lu. Il y a Viviane, il y a Sonia, il y a Nathan. Est-ce que vous avez envie de poser des questions autour de cette lecture à Alain?
Alors, donc, on parle de Condrieu, tout ça. Oui. Et pourquoi vous avez, par exemple, inventé une ville tolkienade? Eh bien, oui. C'est une bonne question. Ah. Je me suis jamais... Oui, parce que c'est vrai que je suis parti sur Condrieu. Alors, tout ce qui est sur Condrieu est du réel, hein, sauf la disparition. Mais, alors, s'il y en a qui n'ont pas lu, je ne vais pas non plus rentrer dans l'intrigue, mais c'est vrai que les rues, mis à part un sens interdit que j'ai dû inverser pour des raisons d'histoire, tout est vrai. Et puis après, je voulais sortir un petit peu, faire habiter les gens à l'extérieur de Condrieu, et ne connaissant pas suffisamment dans le détail les autres communes, je me suis inventé avec Tokenas, par exemple. Tokenas, alors en me servant de, je suis en train de chercher une commune du Nord-Isère qui finit en as. Non. Non, ça sent. Non, c'est... Bon, c'est pas grave. Voilà, pour la situer, mais j'avoue que je me suis... mis à part la facilité peut-être pour inventer un immeuble, une rue, etc., j'aurais très bien pu dire Arnaud Gervon réside à Châtonnay, par exemple. Oui, oui. Surtout qu'avec Street View, maintenant, on n'a pas besoin d'aller visiter les villes. On fait un petit coup de balade sur Internet, et puis voilà. On rentre même des fois chez les gens. Oui, on peut, oui. On a des fois des photos, on se dit, mais comment c'est possible? Oui, donc voilà. Alors j'aime bien les disparus du festival, mais c'est vrai que, comme c'est mon premier roman, si je le réécrivais aujourd'hui, je le réécrirais différemment. Oui, vous avez dû changer leur façon de... J'aurais changé au niveau... l'écriture. Il serait peut-être un petit peu plus léché. Et finalement, donc, quand vous écriviez du théâtre, Alain, c'était pas... Mais il m'est venu un petit peu comme ça, parce que c'est vrai que le théâtre... les deux pièces de théâtre que j'ai écrites, ma troupe avait l'habitude de jouer toujours du comique, de la comédie de boulevard, et qu'on avait un public qui attendait ça. Donc, naturellement, quand j'ai écrit, j'ai proposé d'écrire quelque chose de très comique. Et ce qui est amusant, c'est que quand je suis passé à l'écriture de romans publiés, j'ai laissé tomber le côté comique, même si de temps en temps il peut y avoir un dialogue ou deux où il y a une petite plaisanterie, mais il n'y a pas les grosses plaisanteries lourdes qu'il y a dans mes pièces de théâtre, quoi. Et c'est ça. Et alors après, donc, je suis passé au polar naturellement, parce que j'ai toujours bien aimé en tant que lecteur, en tant que spectateur de films aussi. Les enquêtes. Les enquêtes, voilà, qui est une enquête. Alors, avec quand même une petite distance avec le code du polar, parce que le code du polar, le vrai polar, normalement, on doit avoir l'enquête, et les événements connexes ne doivent pas prendre une ampleur sur l'histoire et sur l'enquête. Alors que moi, dans mes romans, j'aime bien mettre des histoires d'amour, j'aime bien mettre des couples, et qui souvent ne vont pas prendre le dessus sur l'enquête, mais ils vont prendre une part très active quand même dans l'histoire. Je dirais qu'en tant que lecteur, nous aussi, on aime bien souvent qu'il y ait une trame quand même avec... Bon, alors soit forcément l'enquêteur ou le détective, ou voilà, qui est quand même quelque chose qui fait qu'on aime bien aussi. Hein, oui, mais ça tâche à l'histoire. Dans le sanglant, tout ça, ça fait quand même bien une ce petite part de en général, légèreté. mes lectrices et mes lecteurs me disent, c'est qu'il est bien, puis ça permet d'avoir un champ plus large, parce qu'il y a ceux qui vont se concentrer sur l'enquête, et puis le côté histoire d'amour, ils vont laisser, enfin ça va pas trop les attirer, mais bon, ils vont suivre. Et puis il y a ceux qui aiment bien, moi j'ai des lectrices très fleur bleue, et qui me disent, mais s'il n'y avait pas les histoires d'amour là au milieu, non, je ne sais pas si je continuerai de vous lire. C'est vrai qu'en policier, il y a beaucoup de lecteurs qui ne lisent pas de policiers par peur du crime, du sanglant. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir cet équilibre, je trouve, entre le sanglant, le gore, et en même temps la beauté d'une histoire d'amour. Et je ne me force pas pour le faire, donc... Super.
Est-ce qu'Alain, vous pouvez nous parler, donc, les 3 premiers Oui. romans que vous avez écrits, donc de 2017 à 2019, Oui, c'est comme les arts de étaient en ce qu'on appelle en auto-édition. en auto-édition. Est-ce que vous avez sûrement fait d'abord peut-être une démarche d'envoyer à un éditeur? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Et puis qu'est-ce que Oui, d'autant plus que j'ai découvert le monde de l'édition au même sens moment. large, au même moment, parce que le monde de l'informatique n'avait plus aucun secret pour moi, mais le monde de l'édition, je rentrais dans un truc que je ne connaissais pas. Alors déjà, ce qu'il faut se dire... Vous alliez, par exemple, déjà à des festivals comme Sandan ou des choses comme ça? Pas trop. Honnêtement, pas trop. Ouais, pas trop. En fait, j'aime lire, mais je suis pas comme je suis admiratif devant des lectrices et des lecteurs qui lisent 3, 4 bouquins par mois. C'est phénoménal. Moi, quelqu'un qui lit un bouquin en 2 jours, puisqu'on me dit que des fois mes bouquins c'est du page turner et donc on le lit facilement en 2 jours. Je suis incapable de lire un livre en 2 jours. Moi. Bon, mais c'est comme ça. Celui-là, vous l'avez passé mercredi, vous savez qu'il fallait que je le finisse pour aujourd'hui pourtant. Alors, donc, allez, je vais faire un rapide sur l'auto-édition. Donc, je découvre. J'ai effectivement envoyé mon premier manuscrit à différents éditeurs. Alors, il faut savoir que chez les éditeurs, il y a les grands éditeurs et des gens et d'autre côté, il y a des éditeurs qui s'affichent éditeurs et qui ne sont pas du tout des éditeurs, qui sont là, ils prennent votre bouquin et puis ils font aucune promo. Puis je dirais aussi, il y a des éditeurs sérieux et des éditeurs escrocs. Mais donc, on pourra en reparler. J'ai des collègues qui sont tombés sur des éditeurs escrocs, on leur demande de l'argent pour éditer leur bouquin, et puis ils voient, ok, ils payent, et puis ils voient jamais ce qu'il en est. Ça, c'est finalement, donc, on pourrait dire sur le monde de l'édition, ça peut être pour la musique, ça peut être voilà, exactement, il y a de tout. Beaucoup de... Alors, il faut savoir que les grands éditeurs parisiens, je les suis après coup, à moins d'avoir une belle-sœur, un cousin, un oncle qui travaille chez un grand éditeur, si c'est votre premier roman, il ne faut pas rêver. Hein. Après, vous avez différents éditeurs. C'est un peu un monde élitiste. C'est un peu comme les chanteurs, il y a ceux qui sortent. Et puis vous avez tous les autres éditeurs où il faut se faire connaître. C'est pas évident qu'on vous prenne votre manuscrit tout de suite. Et puis vous avez quelque chose qui existe depuis l'arrivée des technologies, d'Internet, etc., qui est l'auto-édition. C'est-à-dire que l'auto-édition, vous écrivez votre bouquin. Enfin, ça existait déjà. Oui, ça existait déjà avant, oui, mais je veux dire, c'est qu'en fait, les gens allaient voir directement l'imprimeur. Oui, en gros, l'auto-édition, c'est comme si vous alliez voir l'imprimeur, vous demandez qui. Voilà. Mais il fallait des quantités, alors que l'avantage, et c'est comme ça que j'ai démarré avec l'éditeur du festival, je ne savais pas où j'allais, je savais que j'en vendrais à des copains, qu'à Condrieu, ils s'en vendraient quelques-uns, une cinquantaine peut-être, mais peut-être pas plus. Donc j'ai publié en auto-édition sur Internet, avec, on donne son texte, on fait sa couverture, donc il faut un minimum connaître un minimum de manipulation, puis après vous pouvez commander un bouquin, 10 bouquins, 50 bouquins, 100 bouquins. Mais c'est vous qui financez. Donc évidemment, plus vous en commandez, moins c'est cher au bouquin, mais plus ça vous coûte cher. Donc j'ai démarré comme ça, j'ai pris ma petite valise avec mes bouquins, je suis allé voir les libraires des environs. Et puis, il se trouve donc, que... Il y avait Luciole, Passerelle, et puis surtout Condrieu à l'époque, parce que c'est vrai que... Il y a une librairie à Condrieu. Oui, il y a une librairie, oui. Alors la librairie, malheureusement, de l'époque a fermé, il y en a une nouvelle qui s'est rouverte. Il y a combien d'habitants Condrieu, 3900, Condrieu. Ah ouais. D'accord. Et donc, il se trouve que, contre toute attente, ça a très bien marché. J'en avais fait 50, on m'en a redemandé, etc. Et donc, ça m'a donné des ailes pour écrire le deuxième. J'ai continué d'écrire en auto-édition, et à partir du deuxième, je me suis adjoint les services d'un agent pour m'aider, un agent littéraire,
pour m'aider à rentrer dans le monde littéraire, pour faire les salons, puisque j'avais un objectif, ça y est, j'étais parti. Je voulais continuer, me faire connaître, me faire éditer. Et je lui ai demandé en parallèle de gérer mes inscriptions dans les salons, de me trouver un éditeur, ce qu'elle a fait, un éditeur sérieux. Donc elle m'a trouvé les éditions du Loir. Donc le temps qu'on fasse affaire, il y a eu les aides noires qui sont parues entre-temps. Et donc, désormais, je suis en partenariat avec... Oui, c'était en train de sortir. Donc finalement, c'est une maison d'édition qui est située... Elle est située à Châteaudun. Donc, elle a différents styles. Vous pouvez aller voir. Moi, je suis allée voir sur le site. Voilà, c'est une petite maison d'édition qui monte, qui est sérieuse, on travaille en confiance, parce que c'est très important, après travailler en confiance. Mais je n'aurais pas édité mes 3 premiers bouquins, je ne suis pas sûr que les éditions du Loir m'auraient repéré. Vous voyez, c'est... Après, vous êtes à peu près une dizaine d'auteurs? On est, une douzaine, je crois. Une douzaine d'auteurs. Il n'y a pas forcément que du policier, d'ailleurs. Non, il y a de la cuisine. Il y a de la cuisine, j'ai vu qu'il y avait même une historique. Une histoire, et puis une qui est aussi journaliste, qui fait différentes choses. Oui, donc... Donc voilà. Par exemple, des fois, il y a des petites maisons d'édition qui vont être spécialisées poésie. Oui, c'est ça, mais là, c'est pas le cas. C'est coup de cœur. Voilà. Oui. Et l'avantage de la maison d'édition, c'est que vous ne vous occupez plus de rien. Si, il faut quand même écrire, hein. Participer au salon, aux rencontres, etc. Mais la maison d'édition vous référence, ça veut dire que Mémoire de glace, il y a quelqu'un qui va dans une librairie à Brest, il trouvera Mémoire de glace, alors pas forcément rayon, le libraire devra peut-être le commander, mais il est à son catalogue. Et puis en plus de ça... C'est eux qui ont fait les tirages alors? Alors après, oui, c'est eux qui font les tirages, vous occupez... Voilà. Alors, ils sont partis sur, vous savez combien ou pas du tout? Non, alors c'est un peu compliqué parce que maintenant, dans le monde de des maisons d'édition, c'est un petit peu comme je vous disais l'auto-édition avant. Une maison d'édition, alors c'est toujours vrai pour les concours, etc., va tirer à tant de centaines ou tant de milliers d'exemplaires et puis avoir son stock. Mais comme là, il y a tellement d'auteurs, ils ne savent pas. Oui, il y a une petite anecdote qui dit qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs en France, mais bon. Comme ils ne savent pas trop où ils vont, souvent il y a ce qui s'appelle de l'édition à la demande, c'est-à-dire que c'est pour ça que votre livre n'est pas forcément dans tous les rayons, dans toutes les librairies, mais il est commandé, puis alors après c'est le problème de l'éditeur de gérer, de dire j'en imprime 50 par 50, 200 par 200, 3 à la fois, enfin bon. Et après, dans ce jeu, il vous verse un pourcentage? Alors après, oui, c'est un système de droit d'auteur, enfin c'est ce que vous connaissez peut-être mieux avec les histoires des chansons, avec c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on a une rémunération dans ce sens-là. Donc voilà comment ça fonctionne, et c'est pour ça que je suis heureux d'être aujourd'hui, d'avoir un éditeur, mais je ne regrette pas du tout. Un éditeur et un agent. Et un agent, alors l'agent je ne l'ai plus. Vous l'avez plus l'agent? Non, l'agent, mais je l'ai indirectement parce qu'il s'est fait embaucher par l'éditeur, donc comme quoi l'agent n'était pas mauvais. D'accord. Petit coucou à Nelly au passage. D'accord. Et donc l'expérience d'auto-édition, c'est un bel apprentissage. Et d'ailleurs, je vous la recommande si vous avez des envies d'écrire. Pourquoi pas, vous pouvez écrire, vous vous auto-éditez. Vous n'êtes pas obligé non plus de diffuser. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller en librairie. Vous écrivez, vous auto-éditez et puis vous commandez 20 bouquins pour la famille et les amis. C'est tout. Ça, c'est vrai que l'ère aujourd'hui, elle est propice à tellement de choses de la création. C'est vrai qu'il y a un aboutissement quand vous recevez les bouquins, quand le carton arrive. Puis le fait de partager, je pense que oui, tout à fait. Travail. Tout à fait. Alors après, et loin de moi, il y a des gens, alors peut-être parce qu'une fois qu'ils sont édités, qui prennent la grosse tête en disant tel auteur il est en auto-édition, donc on lui parle pas. Non, puis il y a des gens qui restent en auto-édition par choix, parce que vous avez la totale liberté. Alors qu'un éditeur, il va vous dire, votre livre, c'est le cas, il y a un prochain livre qui va sortir en 2021, me concernant,
j'ai pas la maîtrise de la date de sortie. C'est l'éditeur qui le juge en fonction de sa politique, etc. D'accord. Mais Et donc, vous lui avez déjà donné le manuscrit? alors, je ne sais pas si je le dis. Allez, oui. D'accord. Et donc, il y a un peu ce que je disais, une perte de liberté, mais il y a un gain de confort, puis Ouais. un gain de notoriété aussi, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, alors moi, je sais que j'avais rencontré un auteur en policier, Franck Pavlov, il y a quelques années de ça, et donc je lui avais demandé comment il trouvait son inspiration. Donc lui, il me disait qu'il allait dans la presse et qu'il lisait les faits divers et qu'il allait remonter les enquêtes. Et vous, alors justement, comment vous trouvez votre inspiration Alors, là, allez, mis à part l'anecdote des disparus du festival où je l'ai trouvé en réunion du comité des fêtes, à Condrieu, j'ai la chance d'avoir une imagination hyper fertile. Donc, j'ai déjà plein d'idées. Là, vous nous parlez de Condrieu, c'est très bien, mais si par exemple on voit les Ailes-Loire, là on est carrément sur la côte. On est dans le Languedoc-Roussillon, en Occitanie, pour être à jour. Donc, j'ai toujours plein d'idées. Donc, le fil conducteur, j'emprunte, j'ai envie de sortir celui-là. Puis après, le reste de l'inspiration, je vous rejoins dans l'exemple que vous donniez. Il est un peu au fil du temps. C'est-à-dire que je vais être confronté à une anecdote. Tiens, les ailes noires du Goéland. J'avais le fil conducteur pour l'intrigue. Et puis, je voulais sortir un petit peu de Condrieu, de la région des deux premiers. Il se trouve que j'étais en vacances au Gros du Roi, que je connais bien le Gros du Roi. Là aussi, c'est aussi un avantage quand on connaît bien. On peut, c'est beaucoup plus facile pour décrire que le Suriname, dont je reviendrai. Donc là, et puis là après, on tire un fil, quoi. On voit un bateau de pêche qui part. Ah bah oui, tiens, en fait, on pourrait. Et donc j'ai un peu d'actualité aussi. J'ai tout ça. Et puis un peu d'actualité. Alors. Ça va être sur des migrants. Voilà, il y a eu les migrants, il y a eu au niveau des ailes noires du Goéland. Et puis après, il y a aussi une réponse aux questions qu'on a pu se poser sur les romans précédents, ou aux critiques, aux remarques. Par exemple, je vais vous faire une confidence pour les ailes noires du Goéland, qu'on a appelé roman noir, que j'appelais roman noir d'ailleurs, et qui est très, très dur, très trash, très violent. Parce que... non, alors ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on m'avait dit, ils sont sympas tes romans, les disparus du festival sur une connexion, mais ils sont un peu soft par rapport au monde du polar, voilà. Bon, c'est soft, ça fait un peu Club des 5. Allez, d'accord, j'ai pris ça pour une provoque. Je suis vraiment tombé... oui, là, il y a des choses violentes et j'ai même des lecteurs qui m'ont dit pour les ailes noires, alors pas forcément ceux que j'attendais, des lecteurs où je me disais, tiens, là ça va avoir du mal à passer, qui m'ont dit non, c'est normal, c'est le monde, on est dans un monde de violence aujourd'hui. Et puis d'autres qui sont des férus de lecture, qui disent du violent. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a posé des problèmes. Vous voyez, donc il y a un peu de tout. Donc, alors, tu l'as lu aussi. Oui. C'est-à-dire que souvent quand on me demande en salon pour lecture pour un ado, sans vouloir faire de la censure, parce que les ados aujourd'hui ils en savent beaucoup plus que. Mais je dis les deux premiers, allez-y. Le troisième, attendez qu'il atteigne la majorité. Voilà. Oui, Nathan, t'as lu lesquels? Moi, je l'ai que les disparus du festival. D'accord. Super. Bon, donc, parce que Nathan, il a 14 ans? 14 et demi, ouais. Ouais, il faut attendre 3 ans et demi pour les ailes noires. Voilà. Donc c'est bon. Donc voilà, alors là, on est passé d'inspiration à autre chose, mais il y a ça. Et puis le dernier point que j'aime bien ajouter pour l'inspiration, il y a quelquefois des scènes, des clichés qui me viennent en tête, qui n'ont pas forcément un rapport avec l'enquête, mais que j'ai envie d'intégrer dans le roman. Et par exemple, sans dévoiler dans Mémoire de glace l'intrigue, il y a un moment donné, j'aime beaucoup la presqu'île du littoral de Saint-Tropez, la Croix-Valmer, qui d'ailleurs les gens ne connaissent pas, parce que quand on dit presqu'île de Saint-Tropez, on pense à la ville, à tout le côté festif, mais
mais il y a le Cap Lardier, le Cap Camara, c'est des endroits qui ont été rachetés par le Conservatoire du littoral, qui sont restés complètement sauvages. Il y a des criques, il y a des sentiers, je vous conseille d'ailleurs au passage, c'est vraiment génial. Et j'avais envie de faire dérouler, il y a 2 amis qui vont se retrouver, qui vont aller se promener sur ces sentiers, se baigner dans des criques. Et j'avais envie de mettre cette scène-là, et je l'ai mise. Et là, alors après, j'ai raccroché à l'histoire, mais j'aurais très bien pu dire, je l'aurais pas mise, ça changeait rien à l'enquête. Mais souvent, ça fait partie de l'inspiration en raccrochant des petites choses. Et vous avez un petit bloc à notes ou quand vous, par exemple, vous allez dans des lieux comme ça, vous notez des petites inspirations? Oui, j'ai beaucoup de post-it de partout, même dans la maison, etc. Je suis à la fois post-it et fichier Excel, ça c'est le côté informatique. Fichier Excel où je note les grandes lignes des intrigues à la fois pour préparer, pour suivre après, pour dans la genèse du livre, pour mettre ne serait-ce que des choses toutes bêtes comme la couleur des habits du personnage, pour pas que j'ai trop à chercher après, ou que je fasse au contraire un non-sens en mettant un pull rouge en début de chapitre et puis un pull gris en fin de chapitre. Donc ça c'est mon côté cartésien, rigoureux. Mais le post-it, oui, c'est même sur la tablette. Le post-it, pas le petit. Le post-it, oui. Alors non, c'est pas le, c'est n'importe quoi, ou le papier. Quoi. Oui, enfin je veux dire, vous n'avez pas un truc. Ah non, j'ai pas un petit truc. bloc où vous dites, par exemple, pour tel roman, toutes mes parce petites. Parce que je l'aurai pas toujours avec moi, donc j'ai. Des fois, c'est au dos d'un ticket de caisse. Et je sais qu'avec Franck, on avait fait un atelier d'écriture avec les enfants. Et donc on avait écrit, c'était du policier, hein, et donc dans l'idée, c'était, donc il nous avait donné des pistes, mais notamment au niveau des personnages, donc de faire une carte d'identité des personnages, pour que les enfants fassent leur personnage dans leur tête, des yeux bruns, des lunettes, des ci, des ça. Et vous, Alain, vous m'avez dit que vous faisiez autrement. Oui, alors je commence un petit peu par sa carte d'identité. Quelquefois, je pars d'un besoin d'intrigue pour savoir ne serait-ce que l'âge du personnage. Je veux dire, si c'est un sexagénaire, je vais lui faire les cheveux gris ou blancs, etc. Donc j'ai des trucs de base. Côté féminin, j'aime bien définir un petit peu son look, les cheveux courts, les cheveux longs, etc. Et puis après, j'ai besoin d'avoir une image pour... quand je vais avoir ce personnage, je vais vivre dans ma tête, et puis quand je vais le mettre en scène dans le livre, il faut que j'ai la photo du personnage qui évolue dans son décor. Et j'ai trouvé un truc qui, à partir du moment où j'ai à peu près les grandes lignes du personnage, je vais chercher soit un anonyme, soit un acteur, soit qui correspond au personnage. Je prends sa photo en vignette, je me la colle d'ailleurs dans mon dossier. Ça peut être un anonyme parce que je n'ai pas trouvé forcément l'acteur ou l'actrice qui correspondrait. Je vais, là encore, merci Google, jeune femme, cheveux blonds, courts, des lunettes, et puis bon, je choisis et je dis, ah bah tiens, ça va bien. Et après, ça m'aide beaucoup pour la mise en scène. Quand la personne évolue dans l'histoire, c'est ce personnage-là. Et pour prendre un exemple, dans Le prisonnier de l'île aux pêcheurs, j'avais une femme, pour Claire, il fallait une quinquagénaire qui est plutôt jolie, etc. Et je suis tombé sur la photo de Sophie Marceau. J'ai dit mais oui, c'est Sophie Marceau, c'est Claire. Donc pour moi, Claire après c'était quelqu'un, on va dire, c'était pas Sophie Marceau, mais c'était quelqu'un qui ressemblait à Sophie Marceau. Et pour les deux protagonistes des autres, Stella et Arnaud, c'est des gens connus ou pas? Alors non, on m'a dit qu'Arnaud c'était moi. Non, mais bon. De toute façon, il y a quand même un peu de vous. Je suis un peu dans tous les personnages. C'est ça, mais un auteur aura bien réussi si jamais il ne s'identifie pas complètement à un personnage. Il peut s'identifier à certaines parties du personnage, mais après, ça devient une autobiographie
même si dans les disparus du festival, il y a beaucoup d'autobiographies décalées dans le temps, parce qu'il y a un problème d'âge après. Mais non, Arnaud, je l'ai un peu sorti du chapeau. Et puis Stella. Stella, c'est un mixte de plusieurs personnes que je connais. Des personnes qui sont à la fois, c'était plus compliqué pour Stella. Alors c'est marrant que je creuse beaucoup plus mes personnages féminins que mes personnages masculins. Moi, on m'a dit que j'avais un côté cerveau féminin. Le personnage masculin. C'est normal à la ouais, peut-être. Il est gros, il est comme ça, il est bon, il avance, ça y est, c'est bon. Mais le personnage féminin, j'aime bien aller. Oui, alors que nous, les femmes, on aime bien aussi que le personnage masculin soit. J'aime bien aller au fin fond de son caractère. Et j'ai fait un peu un mélange pour Stella d'une jeune femme qui a un certain nombre de principes, qui n'est pas totalement libérée, mais qui a un esprit, mais qui a une ouverture d'esprit assez large. Donc ce qui m'a permis de lui faire vivre plein de situations, à la fois le côté situation, non, ça se fait pas, et puis d'un autre côté, je sais pas, oui, il y a deux hommes qui s'embrassent, oui, mais bon, ça se comprend, c'est l'histoire de la société, je m'y adonnerai pas, mais je respecte, quoi. Donc voilà, donc là, le personnage de Stella a créé. Les autres personnages pour le disparu du festival, pour l'anecdote, ma fameuse réunion du comité des fêtes, où j'ai mis le président du comité des fêtes de l'époque, je l'ai mis dans le rôle du major de gendarmerie, la responsable du festival de théâtre. C'est amusant parce que c'était quelqu'un qui m'aidait pour organiser le festival, et depuis que j'ai lâché le festival il y a 2 ans, c'est elle qui a pris le relais. Donc elle est tout à fait... donc elle s'appelle Francine, donc je l'ai appelée France là-dedans. Et je me suis permis des petits jeux de mots de temps en temps, puisque le maire qui s'appelle Daniel Ledoux, il se trouve qu'à l'époque, au comité des fêtes, l'adjoint à la culture qui représentait la mairie s'appelait Daniel Dur, donc Daniel Ledoux, voilà. Et moi j'avais vu Monsieur Dubreuil qui était là dans les noir. Alors Monsieur Dubreuil, c'est vraiment, et je ne le connaissais pas à l'époque, Paul Dubreuil, puisque Paul Dubreuil, j'ai fait sa connaissance il y a 2 ans par rapport à par l'intermédiaire de Jean Yvestre, le journaliste, qui m'a dit tiens, il y a un festival qui s'organise, Paul Dubreuil, il cherche des auteurs, etc. Donc on s'est connus comme ça, et les disparus du festival étaient écrits depuis. Mais quand j'ai vu un Dubreuil. Non, pardon, les ailes du Goéland, effectivement, pour Dubreuil, c'était. Oui, il était en train de sortir, mais il était déjà. C'était pas un cadeau. Donc voilà, pas du tout. Donc voilà, mes personnages, comment ils naissent, et puis de temps en temps, je veux faire un personnage, dans les ailes noires du Goéland, j'avais la volonté de faire un personnage très violent, qui tenait ça d'une maltraitance pendant son enfance, etc. Donc là, c'est un personnage construit par rapport à... c'est une démarche beaucoup plus scientifique, on va dire, que les quelques personnages où je me laisse aller comme ça. Ou même de psychologie un peu. En psychologie aussi, oui. Là aussi, il y a pas mal. D'ailleurs, là, les psychologues, les psychiatres. Tout à fait. Oui. Alors de plus en plus, mais ça, c'est la maturité, je pense, de l'auteur. Je me mettais beaucoup plus de barrières dans mes premiers romans. Je me définissais des trames, je m'attachais avant tout à l'histoire, il faut qu'elle soit bien comprise, je faisais beaucoup plus gaffe au style, je fais toujours gaffe au style, mais c'est des choses qui sont arrivées plus naturellement maintenant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand j'écris, il y a plus de place pour creuser des aspects psychologiques, pour se laisser porter par les personnages. Je ne veux pas vous griller vos questions, hein, mais donc aujourd'hui, c'est presque mes personnages qui me guident pour écrire l'histoire. Je les contrains beaucoup moins. De temps en temps, j'ai un personnage qui m'échappe et qui va partir à tel endroit. Je dis oui, tiens, pourquoi pas. Et puis je le suis. Alors je sais l'arrêter, parce que c'est encore moi le maître. Si jamais ça ne va pas avec mon intrigue. D'ailleurs, à la fin de l'écriture,
vous devez être un peu nostalgique, non? Comment ça se passe finalement quand on a fini d'écrire Oui, un roman? oui. Alors déjà. On n'a pas trop envie de. Déjà, Oui. des fois, quand on finit un roman, on a vraiment envie oui, d'écouter il y a certains le côté personnages. naissance, côté bébé qui est né, donc mesdames, vous voyez ce que c'est un peu une naissance, surtout Et qu'il ouais, c'est ça. y a une gestation de 9 mois, parce qu'on dit c'est 1 an, mais il y a 3 mois de retravail, de relecture, etc. C'est vrai que. Mais à la fois, on a envie aussi qu'ils vivent, qu'ils soient. Donc, on a envie de le lâcher. C'est un peu les deux. Il y a le côté nostalgique. Ah, j'ai fini d'écrire, même si de temps en temps, pendant l'écriture, des moments, il y a le syndrome de la page blanche, quand même. Disant, ouais, j'arrive pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait de le personnage, même si j'ai mon fil conducteur, j'ai quand même toujours à peu près ma fin qui est à peu près trouvée, mais on peut avoir un truc, tiens, ce personnage, je le fais mourir ou pas à la fin? Alors on fait des hypothèses, et puis on dit attention, si je le fais mourir, il ne pourra pas revenir dans un autre roman, bien qu'Agatha Christie a bien fait mourir plusieurs de ses héros, je les a fait revenir après sans se poser de questions. Mais donc... Après, ça peut être comme Sherlock Holmes. Ouais, vous n'avez pas fait le choix non plus de vous dire, je vais prendre un enquêteur qui pourrait peut-être être un peu à mon image, et que je reste avec lui comme ça pour mener des enquêtes. Ouais. Ou quand même, finalement, en trame de fond, il y en a toujours un. Oui, non. J'ai des personnages récurrents. Arnaud et Stella, par exemple, alors qui ne sont pas dans tous les livres, dans Les Ailes Nord du Goéland, ils n'y sont pas. Dans Prisonnier d'île aux pêcheurs non plus, mais on les retrouve dans Mémoire de glace. Donc j'aime bien les voir réapparaître, et puis j'ai des croisements. Par exemple, j'ai un enquêteur qui s'appelle. Ça y est, j'ai perdu son nom, bon sang. Elle est disparue. Non, il commence à arriver en Suriname Connexion. Ah ben mince. Et après, il est où? Et bien après, il est dans Les Ailes Nord du Goéland, dans Mémoire de glace. Non, Jérémy Martinez, tiens, c'est un autre exemple. Jérémy Martinez, il est jeune gendarme dans Les Disparus, et il réapparaît dans Mémoire de glace. Et puis, sinon, merci, ça c'est Laurent Graciol. Laurent Graciol. Laurent Graciol apparaît un petit peu en filigrane dans Suriname Connexion. C'est pas le personnage principal. Il devient l'enquêteur principal dans Les Ailes Noires du Goéland, vous voyez, c'est ça. Ouais. Il réapparaîtra sans doute. Oui, donc il y en a quand même. C'est un espèce de Colombo. Mais par contre, j'ai pas voulu, par peur de me laisser enfermer, avoir l'enquêteur récurrent que je suis obligé de resservir à chaque fois. Mais peut-être que j'y viendrai à travers ça, peut-être, parce que je vois Laurent Graciol, on me le réclame. Ouais. Et, oui, parce qu'on s'attache aussi, nous. Et puis à l'inverse, Arnaud et Stella, je voulais pas faire du plus belle de la vie. Donc, dans le prochain, ils y sont pas. Mais des fois, on aime bien aussi. Ben oui, mais c'est sacrément compliqué. Et là, à la fin des Disparus du festival, vous saviez que vous alliez les refaire revivre en guillemets et tout? Oui, un petit peu, parce que j'avais pas encore fini Les Disparus du festival. Je m'étais déjà dit, si ça marche, parce que je savais pas encore si ça allait marcher, j'ai déjà une idée pour une suite, et puis ce serait bien que, alors je vais pas dire que quoi, parce que les gens qui n'ont pas lu Suriname Connexion, mais voilà, ça pourrait, voilà. Et puis après, il y a le côté récurrent de la ville, de la région, puisqu'on est dans la région, et de temps en temps, il faut aussi un peu sortir pour pas... D'ailleurs, c'est François Joly qui m'avait donné ce conseil-là, il m'a dit, si tu veux pas rester un auteur régionaliste, fais pas tes intrigues que dans la région, fais-les de temps en temps. Donc c'est pour ça que je suis parti au Suriname, en Guyane et au Suriname, où une bonne partie de Suriname Connexion se déroule, en Suisse aussi. Oui, ça c'est bien ça. Voilà, donc ça permet de... C'est vrai que quand on est dans les lieux, c'est moins abstrait. Et ça m'a permis de découvrir la Guyane et le Suriname, sans y être allé. Non. Si vous étiez alors j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Parce que... Non, j'y suis pas allé. Non, j'y suis allé par internet. Non, mais c'est vrai je suis allé par internet, mais honnêtement, je me suis promené dans les rues de Cayenne, autour de l'hôtel du Royal Bull Amazonia. J'ai visité l'hôtel en 3D, via Google. Je suis capable de vous raconter
comme si j'y étais. Je connais la petite rue par laquelle Stella passe pour couper, pour aller rejoindre. Mais vraiment, c'est pour ça que les technologies nous ont fait un bien immense. Ouais. Alors, sans me comparer, restons modestes à Hergé. Hergé a écrit tout, parce que je suis un tintinophile. Hergé a écrit tous ses bouquins sans bouger de Bruxelles. Simplement, à l'époque, avec de la documentation, sur l'Amérique du Sud, sur la Chine, enfin. Donc, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, un documentaire, on peut voyager grâce à ça. Voilà. Et aujourd'hui, dans le temps que je passe à écrire un livre, je pense que j'ai à peu près la moitié du temps de recherche de documentation, au sens large, de vérification. Alors ça va aussi pour vérifier ne serait-ce que certaines règles de grammaire, ça va pour parce que vérifier, finalement, là vous aviez des correcteurs ou pas? Alors, j'ai des correcteurs complètement en bout de chaîne. Ouais. Sinon, j'ai la correction au fil de l'eau avec mes relectures à moi. Les outils de correction, maintenant il existe des super outils de correction, indépendamment du correcteur Word que vous connaissez. Il y a un logiciel qui s'appelle Antidote qui est vraiment génial et qui est capable de vous retrouver le sujet pour savoir s'il est masculin ou féminin une phrase précédemment pour faire l'accord 3 phrases après. De ce côté-là, je le conseille si vous écrivez. Et avec la maison d'édition, il y a des correcteurs? Alors oui, il y a des correcteurs aussi en finale, mais après, alors moi je suis un peu un cas particulier parce que je veux rendre un manuscrit sans faute. Oui, c'est ce que vous l'avez. Voilà, là c'est quelque chose, je supporte pas de voir un livre écrit avec des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire. Il y a des gens que ça gêne pas, des gens, il y a des auteurs que ça gêne pas. Alors, la faute qui passe au travers. Les traducteurs et tout ça, aujourd'hui on en voit quand même. Oui, mais quand même. Donc j'ai cette première étape. J'ai ma relecture à moi, j'ai mon épouse qui est dans mes premières relectrices, et puis après, toujours pas publié, j'ai une dizaine de relecteurs bénévoles, que je remercie au passage, à qui je transmets le document. Alors on est encore en Word et PDF, là, on n'a rien écrit. Voilà. Donc il y en a certains qui font un peu la tête parce qu'ils veulent lire sur... Comment? Les premiers juges, quoi. Les premiers juges, alors ils me font... Alors chacun leur spécialité, il y en a qui sont férus orthographe, grammaire et tout ça, qui vont voir les fautes que vous avez vues, revues, machin, qui sont passées, parce que vous êtes en bout de ligne et puis qu'on démarre à la ligne d'après, vous ne voyez pas. Et puis il y en a qui vont dire, ouais mais là dans l'intrigue j'ai pas bien compris, donc ils vont me faire... Oui, sur l'écriture aussi. D'accord. Ce qui me permet de fournir après un manuscrit à mon éditeur qui lui a son process au niveau de l'édition. D'abord, qui va dire déjà donner un avis en disant oui, je prends ou je prends pas, parce que après c'est un partenariat. Si vraiment ça rentre pas dans sa ligne éditoriale ou ça lui convient pas, ça s'est jamais passé pour l'instant. Il prend pas. Et puis lui, il a aussi ses relecteurs, ses relectrices. Lui aussi va pouvoir apporter des remarques en disant ce serait bien que, et c'est là où on travaille en bonne intelligence. Je parlais d'éditeurs sérieux et du moins sérieux. Donc moi avec mon éditeur, que je mets dans la catégorie sérieux, surtout si c'est filmé et qui voit ce que l'avantage c'est qu'on a un dialogue en disant oui, on va modifier comme ça, mais vous avez des maisons d'édition qui vont soit dire je m'en fiche, j'imprime le truc et puis sans voir, voilà. Et puis vous avez même d'autres, alors à l'autre bout des maisons d'édition qui vont modifier le texte sans prévenir l'auteur. Alors ça c'est insupportable. Donc, et une fois qu'il y a eu cette étape-là, eh bien, on a le texte étalon final, etc., dans lequel il peut rester parfois une petite faute. Il y en a... Mais ça va, mais ça va. On n'en a pas vu Alain. Voilà, c'est une faute de fille, c'est pas la grosse faute bien lourde, il faut vraiment... Non.
Alors là, on va parler un peu donc, de votre dernier, Le prisonnier de l'île aux pêcheurs, parce que celui-ci, vous l'avez écrit, donc, comme on disait tout à l'heure, en plein confinement. Donc, avec finalement tout un tas de gens qui vous suivaient donc, sur vos réseaux. Oui, c'était dans le sens qu'ils m'ont suivi après. Enfin, oui, il y en a certains qui me suivaient déjà, et puis après, ça m'en a rappelé d'autres. Donc, en fait, c'est un roman, comment vous avez appelé ? Roman feuilleton. Roman feuilleton. Donc, tous les jours, vous écriviez quelque chose ? Oui, alors c'est vrai que c'est un défi que je me suis lancé, mais j'avais peur de m'ennuyer pendant le confinement, donc ça n'a pas été le cas. Alors j'avais déjà un truc qui me trottait dans la tête de roman feuilleton. On va revenir à Hergé qui a publié Tintin dans le petit 20e vous en parlez d'ailleurs. Eugène Sue qui a publié Les Mystères de Paris. Et je dis tiens, roman feuilleton, c'est un petit truc. Puis ça me rapproche un peu du théâtre parce que c'est du sans filet. Théâtre, vous jouez, vous vous trompez. Eh ben c'est trop tard, vous ne pouvez pas rectifier, le public a déjà entendu. Donc le roman feuilleton, vous avez publié un épisode. Si jamais vous voulez revenir sur cet épisode parce que ça ne vous va pas bien, quand vous écrivez un bouquin, il n'y a pas de problème, vous êtes au chapitre 50, vous revenez au chapitre 1, vous modifiez, c'est bon. Là, ben non, c'est publié, c'est trop tard. Donc il y avait ce petit côté défi que j'avais envie de faire un truc un peu au jour le jour. Donc j'ai démarré. Finalement, vous me disiez, Alain, il y avait quand même 700 personnes. Alors, il y a eu 700. J'ai annoncé le truc, est-ce que vous seriez intéressé? Donc j'avais ma page Facebook, Twitter, j'ai mon blog et j'ai Instagram. Et c'était sur quoi alors qu'ils pouvaient lire? Alors c'était sur les non, Instagram il est venu après, sur les trois, mais de loin Facebook a été le vecteur le plus, en termes de volume, le plus gros. Et donc j'avais déjà des abonnés sur ma page auteur, mais enfin bizarrement, non pas bizarrement, parce que les gens étaient confinés, donc ils étaient en recherche, ils allaient balader en mettant les bons mots-clés. J'ai commencé à publier, et puis j'ai vu les likes. Alors j'ai dit au début, je ne vais pas publier tous les jours, je vais me donner un peu de temps. Et puis les abonnés sont arrivés, donc 700 abonnés. Je pense avoir eu de l'ordre de 1000 lecteurs, parce que si je rajoute mon blog et tout, ceux qui ne s'abonnaient pas mais qui le lisaient, quand je voyais les portées. Donc quelque part, ça m'a à la fois satisfait, mais ça m'a mis la pression quand même. Si les gens attendaient, parce que finalement il y a 54 épisodes. Il y a 54 épisodes et qui étaient combien de jours? 55 jours. 2 mois. Donc vous voilà. êtes. Je suis, voilà. Et d'ailleurs, il y a deux saisons, parce que j'avais prévu une première saison où j'avais les choses en tête à peu près. Oui, alors pourquoi saison 1, saison 2? Eh bien parce que j'ai voulu marquer la rupture, puis j'ai voulu m'amuser un peu avec mes lecteurs. La rupture que normalement, le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un bon livre d'histoire ça, parce que du coup, quand je relis mon prologue, il y a eu un mois, et puis après, on est reparti pour un mois en gros. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, donc j'avais prévu de faire arrêter. Dans la lecture, il n'y a pas. Non, mais ça devait s'arrêter à la fin du premier mois. Donc j'avais prévu à peu près, mais allez, 54 divisé par 2, quoi. Mais mes épisodes, mes 27 épisodes pour aller jusqu'au bout, et puis j'ai dit de toute façon ça s'arrêtera avec la fin du confinement. Et puis quand une semaine avant la fin du confinement ça a été reconduit, là il y a eu un tollé de ouais ben non, faut continuer, parce que j'avais vraiment des accros, ça c'était. Ah mais c'était vraiment, c'était jouissif en tant qu'auteur. C'est pas des nouvelles, c'est une histoire qui se... Non, c'est une histoire qui se continuait. Ouais. Alors, avec deux personnages, donc Claire et Bruno. Et j'avais fait en sorte que chaque fin d'épisode, un petit peu comme dans les séries américaines, vous savez, la coupure de pub, là, on a ce qui s'appelle un cliffhanger, qu'est-ce qui va se passer, la porte s'ouvre, qui est-ce? Ah, je sais pas, faut attendre demain, quoi. Oui, ça fait des petits, des fois ça fait une page, des fois ça fait une double page. Sur le livre, et donc je les ai menés en bateau en disant si, mais de toute façon, ça s'arrêtera, je sais plus, c'était en vie. Il y aura le mot fin qui s'affichera, non, et puis j'ai mis fin, et puis j'ai mis fin de la saison 1. Et après j'aurais dit, bon allez, il y a une saison 2, et donc j'ai fait la saison 2.
Et là, j'ai eu, alors là, il y a eu encore un accrochage encore plus fort, c'est-à-dire que j'avais des lectrices surtout, qui allaient de leurs commentaires en disant, ben oui, ça, il va se passer, ah ben non, là, elle n'aurait pas dû faire ça, c'était vraiment, c'était vraiment, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ceux qui ont Facebook, il y a encore, enfin, ça, c'était sur Facebook, bien sûr, les commentaires, les autres sur le blog, c'était plutôt passif, hein. Mais vous pouvez aller voir tous les commentaires qu'il y a, c'était plaisant. Et donc, quand s'est terminé le confinement, j'ai mis cette fois définitivement le mot fin à la saison 2. Est-ce que ça va sortir en livre et tout? Je me suis dit, est-ce que je fais? Donc, je voulais faire une petite diffusion pour les gens qui avaient lu le feuilleton et qui voulaient le commander, quoi. Puis j'en ai parlé à mon éditeur et qui m'a dit, mais non, mais ça nous intéresse, nous, de le sortir, de le publier, même si on ne fera pas la même promotion que pour Mémoire de glace ou d'autres. Donc on l'a sorti donc aux éditions du Loir. Et puis bah, il a sa petite vie. Il se lit bien. Alors il se lit facilement parce que c'est vrai que il a quand même été écrit, je dirais pas en style télégraphique, mais il a été écrit au jour le jour. Donc il n'y a pas trop de recherche de style. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un peu des répétitions, des choses comme ça. Oui, mais là c'est aussi intéressant parce que Claire et Bruno, quand même, voilà, pareil, quand même sous fond de policier, mais avec une histoire d'amour, donc ils s'étaient rencontrés dans leurs années lycée et ils étaient tombés amoureux, donc on va suivre un peu quand même. Oui, il y a un petit peu un truc, je vais pas vouloir tomber dans Arnaud et Stella, mais on a un petit peu, mais c'est différent quand même, parce que si vous le lisez, vous verrez. Et puis j'ai voulu introduire. Là, il y a même le Covid, parce que. Là, on est en plein Covid. Quand ils écoutent la radio le 20, je sais plus combien, le 28 mars, ils écoutent le nombre de morts, c'est exactement le nombre de morts qui est annoncé, voilà. Il y a le confinement. Oui, puis il y a le côté où ils se retrouvent, ils sont enfermés dans un lieu où au départ on ne sait pas du tout. Attention de ne pas trop en raconter non plus. Mais donc, à un moment donné, ils sortent, il y a un contrôle de gendarmerie qui leur demande leur attestation, puisque c'était un moment où il y avait. Non, autant les autres, on est hors du temps, autant là, on est vraiment. Et du coup, je ne regrette pas d'avoir écrit le prologue et puis le commentaire de la fin, parce que ça permet de resituer, j'ai resitué le contexte, et ça permet de resituer toute l'histoire. Et puis au passage, donc... Ce qui est sympa aussi, c'est les illustrations de votre épouse. Merci, un petit clin d'œil. De Annie, votre épouse, voilà. qui a bien illustré, je trouve c'est parce sympa. Parce qu'il y avait une règle, elle aussi, il se trouve qu'on était confinés ensemble, la chance. Et Annie a quelques talents de peinture et de dessin. Et donc, on m'a toujours dit que sur Facebook, il ne fallait pas publier un texte sans illustration. C'était l'illustration qui retenait le... Donc, pour chaque épisode, j'ai pris soit une photo, soit un dessin que j'ai demandé à Annie, puis après, pour éviter les problèmes de droit d'auteur, quand on a remplacé toutes les photos par des dessins, quand on a publié, mais ça permettait de donner une image à l'épisode. Voilà. Eh bien, merci. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser des questions à Alain avant qu'on boive un petit verre de l'amitié, chacun servi dans son emplacement. Est-ce que vous avez envie, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser des questions? Moi j'en ai une. D'où vient l'idée des chevaliers de l'excellence dans Alors, et le château, est-ce qu'il est... Et le château. Alors oui. Alors les deux questions, ça tombe bien, les deux questions marchent ensemble. Je vais commencer par le château parce qu'effectivement, il se trouve qu'avec Fondrieux, il y a un château, enfin des ruines d'un château. Il ne reste plus qu'une tour de garde qui depuis, d'ailleurs, a été vendue, est devenue privée, a été réaménagée. Mais quand j'étais enfant, on allait explorer les ruines du château, les débuts des souterrains, de façon totalement insécurisée, parce qu'on commençait, alors les souterrains n'allaient pas bien plus loin que 2-3 mètres, mais on pouvait quand même risquer puisqu'on avait tous dans l'idée de dire, ah oui, on va creuser, on va rejoindre, machin, enfin bon. Et l'aventure de la vitesse. Voilà. Donc le château existait, donc je voulais utiliser ce château-là, avec ce que vous avez vu dans l'histoire, et il me fallait
il me fallait un ordre de chevalerie, de quelque chose qui soit qui veulent défendre les valeurs de la société, du monde. Et pour arriver aux chevaliers d'excellence qui sont complètement inventés, j'ai commencé à prendre de façon historique un petit peu les Templiers, voilà. De façon plus les gens qui ont un certain élitisme, un petit peu de franc-maçonnerie. D'ailleurs, vous aimez bien Randall, comme auteur? Non, Dan Brown, oui. Et d'ailleurs, on voit souvent, je trouve, là aussi. Il y a rien de Dan Brown, mais Dan Brown de mon côté. Le complot. Voilà. Il fallait un petit complot. Religieux, des Templiers, tout ça. On voit que vous êtes attaché à ça. Et puis j'avais un peu besoin d'une mise en scène un peu théâtrale avec le chevalier, sa cape et tout ça. Il y a le théâtre, j'ai arrêté le théâtre là. Mais le théâtre ne m'a pas lâché dans la scène. Bon, il y a beaucoup, d'ailleurs, j'ai beaucoup de dialogues dans mes livres. Il y a un côté marqué, on leur met souvent un masque aux gens. Enfin bon, j'emploie des termes de mise en scène et autres. Voilà. Donc, pour répondre à la question, voilà, c'est on va dire pour faire simple, un mélange de Templiers et parce que là, la secte aussi, là, il y a une secte. Alors oui, alors la secte, oui, on va en parler. Non. Alors justement, non, mais parce que c'est bien, merci déjà, parce que ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire. Parce que on sait que ça existait. Il faut faire attention. Quelque chose. J'aurais pu mettre la franc-maçonnerie au milieu, mais si un franc-maçon qui commet un meurtre, un truc comme ça après. Par les temps qui courent, et encore malheureusement l'actualité était là hier, il faut faire très attention. Sans parler de se faire tuer, mais d'avoir un procès, d'avoir machin. Ça peut faire de la pub, mais. Oui, mais quand même, enfin je veux dire. Aujourd'hui, vous savez, dans les policiers, on peut. Dans la fiction. Aujourd'hui, on a encore le droit de. Oui, quand même. On a encore le droit d'écrire une fiction. Ouais, mais. Vous faites attention. Il faut faire attention. Par exemple. Il y a 5 ans, on pouvait écrire, on peut toujours écrire ce qu'on veut, mais on pouvait écrire, il y a, je sais pas, un noir arriva dans la rue. Aujourd'hui, il vaut mieux éviter d'écrire un noir arriva dans la rue, et je caricature, mais une personne de type afro-américain, arrive à oui, il y a des trucs. Comme il faut faire vachement gaffe. Moi je pense à là, c'est poussé à l'extrême. La très belle phrase qui dit la liberté s'arrête ou commence celle des autres. Alors c'est forcément. Après, je veux dire, quand on parle des Templiers. Mais j'aurais mis, alors les Templiers, je suis tranquille, ils n'existent plus, mais bon. Après. Mais j'aurais mis l'information. Et là, pour justement, pour répondre à la question, il se trouve qu'il y a une secte, j'en dis pas trop, mais j'en dis un minimum, que j'ai appelé les soldats de la rédemption, où je suis allé vérifier qu'il n'y avait absolument pas, il y a les soldats du Christ, il y a les, je sais pas quoi, mais les soldats de la rédemption, ça n'existe pas. Je les ai fait démarrer d'une branche des, alors je sais plus si c'est des mormons ou des évangélistes, enfin voilà. Mais j'ai surtout pas voulu mettre en scène les mormons ou les évangélistes, surtout par rapport à certaines dérives qu'il pouvait y avoir. J'ai dit que, effectivement, non, l'église de Scientologie, pardon. J'ai dit qu'au départ, il faisait partie d'une branche de l'église de Scientologie, parce qu'on était tout à fait dans ce contexte un petit peu extrême. Mais j'ai tout de suite dit que la branche s'était fait virer par l'église de Scientologues et qu'ils avaient vécu leur vie pour pas avoir de soucis. Alors, c'est peut-être principe de précaution. À un moment, vous parlez un peu de théologie, mais vraiment, vous ne rentrez pas... Oui. Alors ça, c'est mon fil conducteur de mes prochains romans. Là, peut-être à cause de Dan Brown et du Da Vinci Code, mais là, j'ai de fortes envies d'avoir des intrigues qui se déroulent avec un petit peu un environnement théologique, un peu comme Da Vinci Code. On en parlera l'année prochaine. Oui, vous reviendrez le voir. Donc voilà, je vais faire attention, même si je suis d'accord avec vous.
j'ai été C'est allé la un poste bienveillance aussi. 68 heures, mais effectivement, où on disait il est interdit d'interdire, c'était la liberté, c'était... Ouais, mais moi je Je veux trouve pas que- faire mon vieux con, mais c'est vrai que c'était une autre période. Et Bah, après, Et je je pense me qu'il suis- faut aussi être bienveillant. mon Enfin, ami, la liberté. s'il n'a pas vécu cette période-là, Oui, mais les règles qu'on s'impose, Ouais. c'est aussi pour protéger chacun d'entre nous. Oui, Et c'est oui, aussi oui. la bienveillance. Alors, je il veux faut- dire, après, par exemple, forcément, il y a des mots qui étaient utilisés, des bons mots Ouais, qu'on ouais. appelait. Voilà, à certains noms, je pense Mais que ça n'a plus lieu d'être. il faut, Forcément, il faut quelque chercher- chose, on avance. il faut faire attention, ou alors on prend la voie provoque en disant de toute façon on va faire le buzz avec le côté provoque et ça va faire vendre. Mais bon, je n'ai pas fait ce choix encore. Non, Ouais. non. Mais voilà, et de la même façon pour. Puis c'est pas dit que ça marche non plus. Oui, en c'est plus, pas dit que ça marche. Je pense qu'il faut rester sur, comme vous disiez, Pour sur. pas être trop long, mais toujours sur le même sujet. Quand on fait par exemple, quand on va sur des interdits ou qu'on effleure quelques interdits, ça peut être la violence, la torture, même la pédophilie, ou qui est légèrement. Policier noir, il faut que ce soit suggéré et pas décrit, et il faut qu'en plus le lecteur n'ait pas l'impression que l'auteur ait fait l'apologie de ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui torture quelqu'un d'autre, mais si on voit que ça vient, c'est le personnage qui a pété un câble et qui torture, et que l'auteur n'y est pour rien, ça passera normalement. Heureusement, on a le droit de tout écrire, mais si jamais l'auteur, on a l'impression que l'auteur est en train de dire oui, regardez, c'est bien ce qu'il fait, alors là, c'est perdu. Même nous, en tant que lecteurs, on a des limites, et souvent on le dit. Par exemple, ça peut être sur un viol qui est justement trop décrit. Trop décrit, Et on est choqué de. Ah oui, oui. Il y en a plusieurs, vraiment, policiers, où des fois on se dit. Ça n'a pas d'intérêt pour l'histoire, Ouais. tant détaillé. Ouais. Alors je vais quand même. Et on est mal à l'aise. Je vais quand même faire une remarque par rapport à ça, parce que j'ai évoqué, par rapport aux éleveurs du goéland, ça fait parler justement les aspects violence, et j'ai parlé avec des lectrices en disant, est-ce que c'est pas trop détaillé, parce que voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans ce que vous évoquez. Et donc certaines m'ont dit non, ça va, c'est bon. Et puis il y a d'autres lectrices qui m'ont dit oui, mais moi quelque part j'aimerais mieux que ce soit détaillé, parce que quand c'est pas détaillé, je m'imagine des choses, des scènes qui sont au-delà peut-être de ce que l'auteur a voulu écrire, et qui me font peur. Donc c'est le côté intellect de chacun. Donc comme moi je pense. Oui, mais après c'est à chaque Alors c'est à chacun de. Voilà, aussi. Si la personne elle a envie de partir, ça c'est le propre de l'écriture ou de la lecture, de se mettre de se faire son roman soi-même. Mais là, si les gens veulent il y a des gens qui se projettent bien au-delà. Et donc si c'est décrit, ils sont canalisés. Mais si c'est pas décrit. Oui, mais ça c'est l'imaginaire. Ouais. Ça c'est la liberté aussi. C'est la liberté aussi. Ça c'est la liberté. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à Alain? Quand vous écrivez, vous fixez par exemple, je sais pas, des horaires, des jours, des moments. Oui, parce que vous êtes à la retraite. Mais oui, je. Vous n'êtes pas à la retraite d'écrivain. Voilà, je n'ai pas bien vu la différence. Donc effectivement, comme vous avez dit, alors effectivement, j'ai la chance d'avoir une liberté presque totale pour écrire un peu quand je veux. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai cette liberté, mais à la différence d'autres auteurs, c'est vrai qu'ils disent, moi j'écris systématiquement de 5 à 7, où je me lève à 6h du matin pour écrire. Non, moi j'ai pas de règle, j'écris un petit peu quand ça vient, et puis quand je me dis, oui, allez, et encore non, ça veut rien dire, parce que des fois, je vais être tout seul à la maison pendant une demi-journée, et puis je dis, alors là, c'est bon, je vais y aller, je vais écrire, puis ça va patauger. Puis de temps en temps, on va avoir les petits-enfants qui vont faire du bruit à côté, machin, tout ça. J'arriverai à écrire au bureau, parce que même si on ferme la porte, on les entend. Et puis alors là, ça tourne. J'écris pas la nuit,
Contrairement à certains qui disent À je me lève ou 4 j'écris la nuit. Il y a aussi des gens qui ont des charges de famille, et moi je suis en admiration devant des mères de famille qui sont auteurs, qui ont 3 enfants, qui bossent et qui arrivent à écrire. Là, mère de famille ou père de famille, il faut aussi. Bon, et là, je comprends qu'ils se donnent des créneaux parce qu'il faut dans l'organisation. Mais moi, je profite de ma liberté pour écrire un peu n'importe quand. Et ce qui est amusant, c'est que, quel que soit la densité d'écriture que je me suis, même pas contrainte, mais que j'ai laissé faire, eh bien, les romans sortent en 9 mois. Et le nombre de pages est relativement cohérent sans que j'ai besoin de me limiter ou de délayer. C'est bon. Mais vous ne vous dites pas, par exemple, au bout d'un mois, il faut que j'ai écrit tant de pages. Non, ça je me suis dit au début. Maintenant, je me dis, on verra. Et puis, au début, quand on a fait le premier, il faut faire le deuxième, il faut faire, bon, pour vous être reconnu en tant qu'auteur quand vous avez écrit au moins 3 bouquins, quoi. Là maintenant, aujourd'hui, quelque part, mon éditeur serait peut-être pas content, mais si jamais je sortais pas le prochain à la date anniversaire, bon, c'est pas grave. Alors c'est embêtant pour certains festivals, sans d'encre par exemple, il faut avoir une publication dans l'année. Donc, ça m'embêterait. Et vous avez une pression d'éditeur, enfin un rendement en guillemets de non. Non, c'est un souhait. C'est un souhait d'éditeur. C'est-à-dire quand on a signé, l'éditeur m'a dit, parce qu'on pourrait aussi, il y avait autrefois, mais apparemment c'est plus légal, il y avait ce qui s'appelait la clause de préférence, c'est-à-dire que vous signez pour un roman et puis vous vous engagez à produire et à fournir à l'éditeur tant de romans pendant des années. Donc c'est qu'un accord moral où il m'a dit qu'il est vrai que je ne m'arrête pas là, puisqu'il a fait le choix aujourd'hui d'avoir des lignes par auteur, c'est-à-dire qu'il va limiter maintenant. C'était aussi une petite maison qui est montée, donc plutôt que d'avoir une pléthore d'auteurs avec un bouquin, il préfère avoir un nombre plus limité d'auteurs avec une certaine collection. Et le corollaire, c'est de dire, si on peut avoir quelques personnages récurrents, c'est sympa parce que ça peut faire une ligne conductrice. Donc voilà la réponse. Merci beaucoup, Alain. Eh bien, merci à vous parce que c'était un agréable moment. Le plaisir a été partagé parce que j'ai vraiment pris goût à répondre à vos questions déjà, Nejma, et à répondre à vos questions aussi. Et puis je fais régulièrement des interviews, mais c'est pas souvent qu'on a un public aussi nombreux, aussi motivé. Et aussi pointu dans les questions. Merci. Et puis on vous retrouve sûrement l'année prochaine pour le salon du livre qui aura lieu à Châtenay. J'espère. Et puis pour des prochaines aventures. Ouais. Hein. Alors peut-être qu'on va faire un petit moment dédicace pour ceux qui voudraient repartir avec un de vos romans. Et puis un petit verre de l'amitié. Voilà. Merci. Merci.